Alors, eh bien, bonjour à tous. Je suis Christine Bazin, chargée de professionnalisation en Amphore. Merci de nous rejoindre à ce webinaire et ce rendez-vous avec un certificateur qualité. Donc, comme vous le savez, la loi de 2018 a prévu, donc la loi de 2018, bien sûr, se former, donc la loi à venir, voilà, a prévu une obligation de certification qualité sous le nom de Calliope pour les prestataires concourant au développement de compétences. Et donc cette certification qui sera obligatoire le 1er janvier 2022 s'adresse particulièrement aux prestataires qui souhaitent bénéficier de financements publics ou mutualisés. Donc aujourd'hui, dans ces rendez-vous Calliope, nous accueillons Madame Laetitia Clanet de Calicia Certification. Bonjour Madame Clanet. Bonjour. Et juste avant de laisser la parole à madame Clanet, eh bien, je vous donne, la possibilité, d'utiliser le chat pour poser vos questions. Donc madame Clanet répondra, au fur et à mesure, de son intervention. Donc il y aura justement des petits moments, pour, pouvoir, poser vos questions. Et puis donc, eh bien, vous recevrez, bien sûr, la présentation et le replay, de ce webinaire, dans quelques temps. Voilà. Donc, Madame Clany, bien, je vous laisse la parole pour une présentation Merci. de Calicia Certification. Merci. Merci. Bon, déjà, merci à vous pour cette invitation et merci aux participants, du coup, d'être présents aujourd'hui. Donc, du coup, je vais vous présenter l'organisme de certification que je représente qui s'appelle donc Calicia Certification. Du coup, hop, je vais voir si j'arrive à faire voyager les slides. Je suis désolée. Non. Hop, voilà, c'est bon. Voilà. Donc on va voir un petit peu qui on est, qui est Calicia Certification, les services que l'on peut proposer, les audits, leurs spécificités. On pourra vous parler de notre offre. Vous verrez, on a fait une slide où on affiche nos tarifs clairement. Et après, on vous explique un petit peu comment sont calculées les durées d'audit par le biais de ces tarifs. Et on a prévu un petit temps de questions-réponses à la fin. Si je vois des questions au fil de l'eau, j'essaierai d'y répondre, mais je vais essayer de pas trop me laisser perturber non plus par le chat pour pas être coupée dans ce que je dis parce que ça arrive facilement que je sois perturbée par les questions qui arrivent quand j'essaye de les lire et en même temps de vous présenter la présentation. Donc, je me présente. Donc, Laetitia Clanet, je suis dirigeante et fondatrice de Calicia Certification. Pour la petite histoire, Calicia, c'est un jeu de mots entre qualité et Laetitia, en fait. Voilà. Donc, Calicia Certification est accréditée par le COFRAC, donc on en a mis le numéro d'accréditation depuis début d'année 2020. J'ai plus la date exacte en tête, donc ça fait un an maintenant qu'on est accrédité et ça fait un an et demi. On avait eu la recevabilité opérationnelle du COFRAC pour démarrer les activités de certification Calliope fin septembre 2019. Donc, ça fait un an et demi qu'on réalise des audits de certification Calliope, ce qui nous permet d'avoir un petit retour d'expérience quand même assez intéressant depuis ces un an et demi là. Donc, pour vous servir, au sein de Calicia, on est plusieurs intervenants. Donc, j'ai démarré toute seule, mais depuis, quand même, je me suis un petit peu entourée. Donc, on a Karen Frésia qui est chargée de certification Calliope. En fait, elle était responsable pédagogique d'un OF qui faisait formation, de la VAE et de l'apprentissage. Et voilà, elle nous a rejoint depuis le début de l'année pour nous aider sur tout ce qui est revue technique, prise de décision, et gestion et recrutement des auditeurs. On a Sfia Belbachir qui est assistante administrative et commerciale, donc elle s'occupe de tout ce qui est planification, devis, etc. Et pour nous aider, on a deux attachés commerciaux et communication qui sont en apprentissage, donc on a Maxime Basile et Nathan Dussard, donc qui nous aident sur la partie commerciale, planification et sur la communication parce que les jeunes, ils sont hyper au top sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, Calicia Certification donc, est accréditée, comme je le disais tout à l'heure, par le COFRAC depuis un peu plus d'un an. On a même passé notre audit de surveillance il y a peu, parce qu'il faut savoir qu'on vous audite, mais nous aussi, on est audité par le COFRAC. Donc, le COFRAC, en fait, permet de garantir l'impartialité, la compétence des organismes de contrôle au niveau national, voire international, suivant les portées de certification. Donc là, sur Calliope, on est sur une portée
nationale. Et donc, le COFRAC, c'est la seule instance en France qui délivre une accréditation. Et il y a en fait l'équivalent d'un COFRAC dans chaque pays. Voilà, il y a l'UCAS qui peut exister. Voilà, donc il y a l'équivalent d'un COFRAC dans chaque pays et il y a une seule instance par pays. Donc, nous, on est organisme de certification tierce partie, on est indépendant et la particularité, c'est qu'on est à taille humaine. Je pense que vous avez dû voir un petit peu qui sont présents, le type d'organisme présent sur le secteur et il y en a en fait effectivement de toutes les tailles. Donc, nous, on est plutôt à taille humaine, vous avez vu, on est 5. Et on intervient partout en France et sur les dom-toms. On a des auditeurs en fait qui sont basés localement partout en France et sur les dom-toms, ce qui nous permet d'avoir des frais assez intéressants et assez bas, voilà, pour être compétitif. Donc, pour nous démarquer, en fait, notre objectif, c'est d'avoir une approche personnalisée, d'être à l'écoute et disponible pour nos clients. Donc, vous verrez, quand vous nous appelez, si jamais vous ne nous avez pas au téléphone, que vous nous laissez un message ou vous nous faites un mail en nous demandant de vous recontacter, on vous recontacte. Voilà. La plupart du temps, on arrive à vous avoir dès le premier coup, mais je sais que certains ont mon numéro direct, ma ligne directe, et des fois, ça peut être un peu saturé. Mais voilà, je vous recontacte et je vous rappelle. On travaille donc avec des auditeurs locaux proches de vous, ce qui permet d'optimiser les frais de déplacement, que vous verrez qu'on a forfaitisé à 50 €, peu importe où vous êtes situé. On applique ce forfait-là, qui est une moyenne en fait. Et après, c'est à nous de nous débrouiller, de trouver un auditeur local pour vous. Et on sélectionne nos auditeurs pour leurs expériences et leur expertise dans le domaine de la formation professionnelle et dans le domaine de l'audit. Donc ça, on va y revenir dessus un petit peu après. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on recrute nos auditeurs. Donc là, on a mis une petite carte de France avec les auditeurs qui sont aujourd'hui qualifiés. On en a d'autres qui sont en cours de qualification sur des secteurs géographiques où on peut voir qu'on a du besoin et où on manquerait potentiellement d'auditeurs. On voit qu'on a beaucoup de monde autour de nous parce que nous, on est basé à Toulouse et du coup, on a beaucoup plus de besoins sur le secteur sud-ouest. Donc, on a un petit peu plus de monde concentré autour de Toulouse. Mais on voit qu'effectivement, on en a besoin sur les grandes villes aussi. Paris, on voit qu'un seul point, mais en fait, il y a plein de points qui se cachent derrière. Mais voilà, donc du coup, là, c'est la carte avec les qualifiés à ce jour. Et on en a qui sont en cours de qualification, puisqu'on a pu voir au mois de décembre, on a eu un petit pic quand même d'activité, puisque ceux qui obtenaient la certification avant le 31 décembre avaient une validité du certificat prolongée de 1 an. Donc, on a eu un petit pic d'activité et ça nous a permis de voir sur quel secteur est-ce qu'on avait du besoin en recrutement. Donc, comme on peut le voir, on a aussi donc, un auditeur en Corse, un sur l'île de la Réunion et un sur la Guadeloupe. Voilà. Donc, l'audit, l'objectif, c'est qu'il soit réalisé par un auditeur de votre région. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a 2 audits à réaliser au sein d'un cycle de certification et un de ces 2 audits doit obligatoirement être réalisé en présentiel et donc en ayant des auditeurs locaux. Même s'il est réalisé à distance, on vous met un auditeur local, comme ça on sait que vous avez le même interlocuteur sur l'audit de surveillance suivant. Donc, pour les recruter, on leur demande à ce qu'ils justifient d'une expérience dans le domaine de la formation professionnelle. Donc, ils doivent justifier à minima de 2 années d'expérience. La plupart sont dirigeants d'organismes de formation. D'autres sont consultants depuis de nombreuses années dans le domaine de la formation professionnelle. On a également quelques formateurs qui se sont lancés, donc formateurs des fois des indépendants. Mais ce qui est important aussi pour nous, c'est d'avoir une compétence dans le domaine de l'audit, puisque être auditeur, c'est aussi un métier. Il y a des techniques particulières. Donc, la plus-value, c'est d'avoir la double compétence d'office. S'ils ne l'ont pas, en fait, on peut les former sur la partie audit, réalisation d'audit et démarche de certification. Par contre, s'ils n'ont pas la compétence dans le domaine de la formation professionnelle, pour nous, c'est rédhibitoire. Voilà. Donc, au-delà de pouvoir répondre à ces critères de compétences, on les recrute aussi pour qu'ils véhiculent les mêmes valeurs que notre organisme. Donc, ça c'est tracé par le biais d'entretiens que l'on réalise, de tests, voilà. Donc, on est vraiment très attaché au fait qu'ils puissent correspondre aux valeurs et qu'ils aient les compétences dans le domaine de la formation et dans le domaine de l'audit.
Donc, nos points forts jusqu'à présent, en fait, sont tirés, on l'a pas inventé, hein, c'est des statistiques que l'on a tirées de nos questionnaires de satisfaction. Donc, on a eu plus de 370 retours. On a plus de 500 certifiés à ce jour, mais c'est déjà, on a plus de la moitié qui nous ont répondu et qui nous ont fait des très bons retours. Donc, on en a tiré des statistiques. Hein, donc, ce qui ressort, c'est notre réactivité, notre disponibilité. Donc, c'est parfait puisque c'est sur ce sur quoi on veut se défendre aussi. Hein. On a vraiment la volonté d'être disponible, réactif et d'aider au mieux et de répondre au plus à vos questions. Même des fois, on nous demande des choses qui n'ont rien à voir avec la certification. Si on peut répondre, on répond. Quand on ne peut pas, on essaye de réorienter vers les bonnes personnes. Mais voilà, on voit qu'il y a vraiment un besoin d'information de la part des organismes parce qu'on parle aujourd'hui de certification Calliope, mais il y a aussi tout le remaniement sur la partie CPF où vous devez rendre vos formations pour certains éligibles au CPF, elles doivent être certifiantes. Donc, on en a des fois qui nous contactent en nous disant « je veux faire certifier mes formations », sauf que, en fait, c'est pas… voilà, sur ce sujet-là, c'est pas nous, c'est France Compétences, mais voilà, on vous guide pour vous orienter vers les bonnes personnes si jamais vous vous trompez quand vous nous appelez. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment parce qu'on comprend la difficulté et les enjeux pour vous de cette certification qu'on met un point d'honneur sur la relation client. Donc en termes de réactivité, on a eu 100% de personnes satisfaites. Sur la qualité de l'auditeur, on voit 99,5% qui ont été satisfaits à très satisfaits. Sur la communication, donc on a des outils de communication. On couple systématiquement nos envois d'email avec un enregistrement sur une plateforme qu'on vous met à disposition. Donc tous les documents du process de certification, de la demande de devis, le contrat, le rapport de l'audit, le certificat, tout ça en fait, on vous l'envoie par mail systématiquement, mais en plus on vous le dépose sur une plateforme pour lequel vous recevez un code en fait et un identifiant, et ça vous permet en fait d'aller les retrouver à tout moment si jamais vous avez perdu le mail ou autre. Voilà. Donc chacun a prévoit le fonctionnement comme il l'entend et comme il le souhaite, mais on met ces outils-là à disposition. Et ensuite, donc 99,5% des prestataires sont satisfaits de la conformité à leurs attentes de la prestation. Voilà. Donc aujourd'hui, Calicia, quels sont les types de prestations que l'on propose? Donc notre cœur de métier, c'est la certification Calliope. Hein. On s'est lancé sur cette activité-là dès le début. Donc la certification Calliope est constituée de 7 critères, 32 indicateurs applicables en fonction des types d'actions de formation dispensées, qui sont la formation continue, le bilan de compétences, la validation des acquis et de l'expérience et l'apprentissage. Et depuis peu, on développe nos activités, ça c'est purement stratégique, hein, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire que de la certification Calliope pour une histoire de pérennité aussi de l'entreprise. Donc depuis peu, on fait de la certification en détection géoréférencement de réseau, qui est un autre métier. Hein, ça s'adresse aux topographes, géomètres. Donc où il y a 3 options, le géoréférencement, la détection. On n'est pas vraiment là pour parler de ça, mais bon, voilà, on le détaille parce que si vous allez faire un tour sur notre site, vous verrez que du coup, il y a ces deux prestations-là qui peuvent être proposées. Donc, pour Calliope, parce que du coup, c'est le sujet du jour quand même, la procédure de certification Calliope, elle repose sur des audits qui sont réalisés selon des cycles, donc de validité de 3 ans, sauf pour ceux qui ont obtenu la certification avant le 31 décembre 2020. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont le premier cycle qui a une durée de validité de 4 ans. C'était pour pas faire perdre le bénéfice à ceux qui s'étaient lancés du report en fait, hein, pour pas que ça ait d'impact pour eux, le report de la certification, pour pas qu'ils se sentent lésés. Donc on a une année bonus, entre guillemets, qui leur a été attribuée. Sinon, on est sur des cycles de 3 ans. Donc, pour pouvoir obtenir la certification, il faut se soumettre à un audit qui s'appelle un audit initial. À l'issue de cet audit, une fois que le dossier est conforme, en fait, on vous délivre un certificat avec donc une validité de 3 ans. Vous avez pu être audité, par exemple, le 10 février. Obtenir votre certificat le 23 février. Votre certificat sera valable du 23 février 2021 au 22 février 2024. Voilà. Au cours de ces 3 ans-là, il faut se soumettre à un audit de surveillance. Ce n'est pas optionnel, c'est un audit qui est obligatoire. Donc, vous verrez que dans les offres contractuelles que l'on vous fait, il y aura à minima l'audit initial et l'audit de surveillance. L'audit de surveillance devrait être réalisé entre 14 et 22 mois suivant la date de décision de la certification.
À l'issue de ces 3 ans, en fait, il faudra, si vous voulez poursuivre au bout des 3 ans la certification, la maintenir active, il faudra programmer un audit qui s'appelle de renouvellement. Cet audit de renouvellement n'est pas dans nos offres contractuelles puisque c'est le démarrage d'un nouveau cycle, ce qui vous permet, si vous le souhaitez, au bout de 3 ans, arrêter, changer de certificateur. Bon, notre objectif, ça va être de vous garder, donc on vous recontactera. Mais voilà, vous n'êtes pas lié plus de 3 ans. À la fin de ces 3 ans, donc si vous voulez poursuivre, il faut recontractualiser pour un nouveau cycle qui s'appellera donc audit de renouvellement et sera suivi d'un audit de surveillance sur le même principe que le premier que vous aurez eu. Les durées de l'audit de renouvellement et de l'audit de surveillance sont identiques en fait à l'audit initial. L'audit de renouvellement en fait a les mêmes durées que l'audit initial et l'audit de surveillance la même durée que l'audit de surveillance qui aura été réalisé, sauf si vous changez de tranche de chiffre d'affaires. Il y a 3 tranches de chiffre d'affaires que l'on reverra tout à l'heure. Les durées d'audit, en fait, sont fixées par décret. Et qu'est-ce qui peut faire que votre tarif change dans 3 ans? Ça serait que vous changiez de tranche de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde quand même, de changer en allant vers le haut, bien évidemment. Mais voilà, du coup, il faut savoir ça. Et après, tous les 3 ans, en fait, on est sur des cycles. Donc, on repart, renouvellement, surveillance, tous les 3 ans. Donc, au niveau des prestations que l'on propose, on peut proposer la réalisation d'un pré-audit. Donc, le pré-audit, c'est un état des lieux de la conformité de votre système vis-à-vis des exigences du référentiel. On est limité, par contre, à une intervention uniquement avant la réalisation d'un audit initial. Ce pré-audit peut être réalisé sur site ou à distance. Ça, c'est au choix. Par contre, il faut savoir que sa durée sera inférieure à la durée de votre audit initial. La plupart du temps, les pré-audits, nous, on les chiffre sur une demi-journée, voire une journée en fonction du chiffre d'affaires, du coup, et du volume d'activité. On est entre une demi-journée et une journée. On verra après au niveau des tarifs ce que ça représente. Mais voilà, c'est l'offre qu'on propose. Attention de ne pas confondre le pré-audit avec de l'accompagnement. Un organisme certificateur n'a pas le droit de faire de l'accompagnement. Donc, le pré-audit, on vous émet les non-conformités que l'on identifie. Par contre, on ne vous aidera pas à les lever puisque ça serait assimilé à du conseil et on serait, dans ce cas-là, jugé partie. Du coup, il y a une question. Je vais essayer d'y répondre maintenant comme il y a une petite... Je peux faire le lien après. Est-ce que l'on peut commencer à demander un audit pour être certifié alors qu'on ne fait que commencer son auto-entreprise en bilan de compétences CVAE, donc pas d'historique pédagogique? Oui, effectivement, vous pouvez demander la certification. Si vous venez de démarrer, vous n'avez donc pas encore réalisé de bilan pédagogique et financier. Vous avez peut-être déjà obtenu votre récépissé de déclaration d'activité. Vous pouvez faire la demande et vous serez audité comme un nouvel entrant. Vous avez le guide de lecture qui est fourni par le ministère. Vous l'avez sur leur site ou vous pouvez même aller le télécharger sur notre site si vous le souhaitez. Ce guide de lecture précise pour certains indicateurs les caractéristiques d'un nouvel entrant. Certains indicateurs ne seront audités qu'à l'audit de surveillance pour un nouvel entrant et d'autres seront en partie audités, comme par exemple la veille réglementaire où vous devez avoir une veille, même si vous êtes nouvel entrant, mais l'exploitation sera vérifiée à l'audit de surveillance. Donc ça, c'est possible. Il faut savoir aussi que du coup, tout le monde est en démarche de certification initiale, donc les personnes ont pu se mettre en conformité vis-à-vis du référentiel depuis peu. Donc l'auditeur, il est là aussi pour s'adapter à l'environnement de l'entreprise et en fait, en échangeant avec vous en réunion d'ouverture, hein, on en reparlera tout à l'heure de la réunion d'ouverture, il verra depuis quand vous vous êtes mis en conformité et du coup, depuis quand est-ce qu'il peut échantillonner des prestations. Sur les audits de surveillance, par contre, il faudra faire attention puisque les prestations réalisées depuis l'audit initial pourront être potentiellement auditées par échantillonnage. Au niveau des prestations d'audit, donc on a le pré-audit qui est optionnel, pas d'obligation. Attention de ne pas confondre avec du conseil. Nous, ce qu'on dit, c'est pour ceux qui sont accompagnés, il n'y a pas grand intérêt à faire un pré-audit. Pour ceux qui ne sont pas accompagnés, qui ont quelques doutes et qui veulent se rassurer, le pré-audit peut être une option intéressante. Ensuite, donc, on a l'audit initial. L'audit initial, donc, c'est celui qui permet, en fait, à l'issue d'être certifié. Il devait normalement être obligatoirement réalisé sur site. Sauf que, compte tenu de la crise sanitaire, on nous autorise à les faire à distance jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, jusqu'à la fin de l'année, on peut réaliser cet audit initial à distance. Cet audit permet de contrôler la mise en place et l'application du référentiel national qualité.
Donc, la mise en place, ça va être vraiment la mise en place des process et l'application réalisera par échantillonnage que vos process sont bien appliqués sur l'ensemble de vos activités que vous proposez, que vous fournissez au jour de l'audit. Voilà. Puisque du coup, vous pouvez ajouter si vous vous demandez la certification en formation, que vous vendez formation A, B et C, vous pouvez très bien ajouter une formation D après avoir été certifié. Sauf qu'un audit de surveillance, elle pourra être auditée au même titre que les autres. Ensuite, l'audit de surveillance, lui, il pouvait être réalisé à distance de base, sauf certains cas. Donc, il y avait les réclamations clients qui pouvaient nous être remontées, puisqu'il faut savoir qu'une fois que vous serez certifié, vous pouvez avoir des clients insatisfaits qui fassent remonter des anomalies auprès de votre certificateur. Et à ce moment-là, nous, on vous demandera qu'est-ce que vous avez mis en place pour les traiter, etc. Et si vous obtenez des réclamations, on peut du coup faire une analyse qui nous demande de venir faire cet audit de surveillance obligatoirement en présentiel. Il y avait aussi une analyse des risques issue de l'audit précédent. Donc, l'analyse des risques chez Qualicia, elle est basée sur le nombre de non-conformités que vous avez obtenus. C'est précisé dans notre programme de certification. Si vous avez plus de 5 majeurs ou de 10 non-conformités au total, l'audit de surveillance sera obligatoirement réalisé en présentiel. Il faut savoir que du coup, si votre audit initial a été réalisé à distance, ça c'est réglementaire, l'audit de surveillance devra obligatoirement être réalisé sur site. Voilà, si c'est pas l'un, c'est l'autre en fait, c'est ce qu'il faut retenir. Plus voilà les autres catégories supplémentaires, la réclamation, l'analyse des risques. Et pour les organismes en multisite, on peut, à l'initiative donc de l'organisme certificateur, on peut décider d'échantillonner un ou plusieurs sites à distance ou en présentiel. Voilà, ça sera au choix de l'organisme certificateur. Comme je le disais tout à l'heure, l'audit de renouvellement devra être réalisé avant la fin de validité de votre certificat afin qu'il n'y ait pas moi j'appelle ça de trou dans la raquette, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais que vous puissiez avoir votre renouvellement qui soit prononcé avant la fin de validité de votre certificat. Donc, on préconise de s'y prendre 4 mois en avance, donc on n'y est pas encore, mais ça passe vite. On préconise de s'y prendre 4 mois en avance, puisque si vous avez des non-conformités bloquantes, vous avez 3 mois pour les lever et qu'une fois que votre dossier est conforme, l'auditeur, il a 8 jours pour restituer son rapport et nous, on s'engage sur 15 jours de prise de décision. Donc, au moins, avec 4 mois, vous êtes tranquille. À savoir que s'y prendre en avance n'est pas handicapant puisque le certificat de renouvellement sera daté du lendemain de la fin de validité de votre certificat actuel. Donc, il n'y a pas de... vous n'allez pas perdre des mois, des jours si vous vous y prenez en avance. Voilà pour ça. Alors, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas d'autres questions. Donc, comment faire pour programmer son audit de certification Calliope? Donc, vous verrez, quand vous allez demander un devis auprès d'un certificateur, on va vous demander de remplir un formulaire. Donc, c'est vrai qu'au début, ça surprend un petit peu. En fait, vu qu'on est sous accréditation, on doit vérifier certaines informations avant de vous faire un devis. Et chaque certificateur a sa façon de récolter les informations. Certains ont un fichier Word, d'autres un fichier Excel, d'autres un formulaire en ligne. Pour notre part, on a un formulaire en ligne sur notre site Internet. Ça nous permet de rassembler toutes les informations dont on a besoin pour vous faire le devis et de valider que vous avez bien les prérequis. Le prérequis pour la certification Calliope, c'est de disposer d'un numéro de déclaration d'activité. Je rebondis sur la question qui a été posée tout à l'heure par rapport aux nouveaux organismes. Si vous n'avez pas encore de numéro de déclaration d'activité, vous pouvez quand même faire votre demande à condition de joindre le bulletin de déclaration d'activité que vous avez envoyé. Donc, celui où vous demandez votre NDA, en fait. À savoir que par contre, il faut planifier votre audit au plus tôt 1 mois après avoir déposé cette demande de déclaration d'activité, puisque c'est 1 mois. Ce sont les délais que la directe ont pour vous répondre et vous fournir votre numéro de déclaration d'activité. Donc, ça évite qu'on ne puisse pas vous certifier s'il nous manquait un numéro. Tant que vous n'avez pas votre numéro, en fait, on ne peut pas vous certifier puisque la certification est rattachée au numéro de déclaration d'activité. Une fois qu'on a pu donc passer en revue cette demande de devis, on vous fournit une proposition contractuelle. Cette proposition, pour notre part, encadrera donc l'audit initial, l'audit de surveillance. Et puis, vous aurez une 3e ligne avec les frais forfaitisés de déplacement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si elle vous convient, en fait, il faudra nous la retourner signée et nous préciser. Alors, nous, on vous demande systématiquement de nous préciser la période d'audit souhaitée et les modalités, à distance ou en présentiel. Comme ça nous permet de vous faire une proposition de date et d'auditeur sur une période sur laquelle vous êtes disponible. Aujourd'hui, on est en mesure de planifier peu importe la période. Par contre, si vous savez que vous voulez le faire sur une période précise,
plus tôt vous vous contractualisez et vous réservez une date, mieux c'est parce qu'on sait qu'il va y avoir quand même une surcharge d'activité à un moment donné et qu'on risque de ne pas pouvoir répondre à la demande. Donc, nous, aujourd'hui, on planifie les audits, on s'entend, on n'a jamais eu de souci particulier pour planifier une date, hein, on convient ça ensemble et on fait en sorte que ça convienne aux deux parties, mais on se doute bien qu'à un moment donné, ça risque peut-être un petit peu de coincer au niveau des dates. Sachez qu'aujourd'hui, les dates les plus prisées, c'est le mois de juin et le mois de septembre. Voilà. Donc, vous savez que si vous voulez ces dates-là, c'est bien de ces périodes-là, c'est bien de s'y prendre en avance parce que c'est des mois stratégiques. Hein. En fait, certains se disent, je le fais en juin comme ça, j'ai l'été pour lever mon non-conformité potentielle. Et d'autres se disent, je m'occupe cet été de me mettre en conformité, je fais mon audit en septembre. Donc, voilà un petit peu aujourd'hui les retours qu'on a d'expérience. Il faut savoir que la certification, donc, elle est ouverte à tout type et toute taille d'entreprise. C'est pas parce que vous êtes un petit organisme que c'est un handicap. Du coup, moi, j'ai un petit retour d'expérience puisque j'ai eu l'accréditation COFRAC et j'étais toute seule dans mon entreprise. Et finalement, on se rend compte que plus on grandit, plus c'est compliqué du coup à gérer. Donc, c'est pas un handicap que d'être une petite entreprise puisque la charge n'est quand même pas la même que pour une grosse entreprise qui a beaucoup de personnel intervenant, beaucoup de clients, beaucoup de traçabilité, etc. Voilà. Et le référentiel permet de s'adapter justement à tous les cas particuliers, puisqu'on a les spécificités pour les nouveaux entrants, on a sur certains indicateurs des précisions dans le guide là que vous a mis Madame Bazin dans le chat, qui permettent de savoir comment adapter un indicateur sur la gestion des compétences quand vous êtes tout seul. Hein. Je pense à cet indicateur-là. Et du coup, il y a une précision sur le fait qu'un indépendant a la possibilité de justifier de sa formation continue en présentant des preuves qu'il se maintient en compétence par le biais de participation à des formations, à des webinaires ou autres. Voilà. Voilà du coup pour ça. Ensuite, on passe donc à la réalisation de l'audit, une fois qu'on convient de la date et de l'auditeur. On vous propose systématiquement, j'ai pas pensé à vous le dire, une date d'audit et un auditeur, parce que l'auditeur, imaginons vous le connaissez ou c'est un concurrent à vous, vous avez le droit de le récuser. Voilà, il faut le savoir. On n'a pas le droit de choisir son auditeur parce qu'on connaît quelqu'un, parce que sinon ça fait des liens de familiarité et c'est pas autorisé dans les règles d'accréditation. Par contre, si vous le connaissez parce que c'est un concurrent et que potentiellement il y a un conflit d'intérêts, à ce moment-là, vous avez la possibilité de le récuser. Donc, comment se passe un audit? L'audit démarrera toujours par une réunion d'ouverture que j'ai un petit peu abordée tout à l'heure, où dans cette réunion, l'auditeur va aborder justement votre historique, depuis quand est-ce que vous êtes mis en conformité. Il va revalider le périmètre de l'audit. Vous avez demandé d'être certifié sur la formation, les actions de formation, et non sur le bilan, non sur la VAE. Il va vérifier que tout ce qu'il a planifié pourra être réalisé dans le temps imparti. Voilà, ça permet de recontextualiser et si besoin d'ajuster sa journée parce que telle ou telle personne n'est pas disponible de telle heure à telle heure. Donc, il s'arrangera pour que tout puisse se caler dans la journée. La conduite de l'audit, ensuite, c'est réalisé au travers d'entretiens. Donc, peut-être que vous allez vous poser la question de comment ça se passe à distance. On n'est pas comme sur du Datadoc où on déposait en ligne des preuves. Hein. L'audit doit se conduire le jour J. Et pour un audit à distance, comme pour un audit en présentiel, ça se passe par un entretien, donc un échange verbal. Si vous faites ça à distance, il faudra un outil type Microsoft Teams, Zoom, Skype, ce que vous voulez, qui puisse en fait faire que vous échangez verbalement et que vous partagez votre écran, en fait, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Voilà, présentez votre écran pour que vous puissiez partager les preuves. Donc, l'objectif de l'auditeur, c'est de comprendre votre fonctionnement. Il va chercher à comprendre quels sont les process que vous avez mis en place, que vous avez mis en place, et il aboutira en fait sur la recherche de preuves de la conformité en fait par rapport à votre process et par rapport au référentiel national qualité. C'est pourquoi dans ce fameux guide, vous avez des exemples de preuves qui sont cités. Attention, les exemples de preuves ne sont que des exemples. Vous pouvez en avoir un, plusieurs, aucun, mais autre chose. Par contre, il faut toujours avoir quelque chose à présenter en preuve. Du moment que ça répond à l'indicateur et au niveau attendu, ça sera acceptable. Ensuite, en fin de journée, quand il va vous demander de s'isoler pour préparer ses constatations, et en fin de journée, donc il va vous faire une restitution de ces constatations. Donc, les constatations peuvent être des points forts
ou des non-conformités mineures ou majeures. Donc, s'il y a des non-conformités, il vous le dira en réunion de clôture. Il vous enverra des fiches de non-conformité, qui sont des formulaires en fait à compléter, où il va vous dire qu'est-ce qu'il a constaté, quelle est l'exigence du référentiel, qu'est-ce qu'il a constaté comme anomalie par rapport à cette exigence. Et vous, derrière, vous pourrez faire une analyse des causes et vous proposerez un plan d'action. Le plan d'action, en fait, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour lever cette non-conformité. Si ce sont des mineurs, il suffira que l'auditeur valide votre plan d'action, qu'il l'accepte. Vous pourrez quand même passer en décision de certification, mais de votre côté, vous devrez lever ces non-conformités sous 6 mois. Si ce sont des non-conformités majeures, de la même façon, vous fournirez un plan d'action que l'auditeur validera. Mais là, vous ne pourrez pas passer en décision de certification tant que vous n'aurez pas levé les non-conformités. Donc, dans mon petit schéma, je parle de non-conformités bloquantes parce que, en fait, les non-conformités bloquantes sont les non-conformités majeures ou alors ce sont aussi les non-conformités mineures si vous en avez plus de 5. Si vous avez, par exemple, à la fin de votre audit 6 mineurs, il faudra enlever 2 parmi ces 6 sous 3 mois pour pouvoir passer en décision de certification. Il faut qu'à la prise de décision, vous ayez moins de 6 non-conformités mineures, enfin 6, moins de 5, pardon, je m'embrouille. Il faut que vous ayez moins de 5 non-conformités mineures à la prise de décision qui ne soient pas levées, donc moins de 5 mineurs non levés, et puis que les non-conformités majeures soient elles également levées. Donc, une fois que le dossier est conforme, en fait, l'auditeur, il transmet son rapport avec les fiches levées si elles avaient besoin d'être levées ou à minima avec un plan d'action validé auprès de l'organisme certificateur. Et c'est l'organisme certificateur qui fait la prise de décision après avoir relu le rapport, relu les fiches et relu les actions mises en place. Voilà. Je regarde s'il y a des questions. Bon, ça a l'air d'aller. Pour la durée des audits, j'en parlais tout à l'heure. En fait, c'est vrai que des fois, on nous dit moi, je suis un petit organisme, une journée d'audit, c'est beaucoup. Ben, en fait, c'est pas nous qui choisissons la durée de vos audits. Elles sont fixées par décret. Et je vous ai mis ici un petit tableau. Ben, c'est le tableau récap, en fait, qui est dans le décret. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des tranches de chiffre d'affaires. Ici, on voit qu'il y a donc 3 tranches de chiffre d'affaires pour l'audit initial. Moins de 150 000 € de chiffre d'affaires. On parle du chiffre d'affaires réalisé dans vos activités de formation. Donc, si vous faites de la formation et qu'à côté, vous vendez du matériel ou autre, je donne un exemple comme ça au hasard, c'est uniquement le chiffre d'affaires sur l'activité formation qui est à prendre en compte. Nous, on vous demandera systématiquement votre dernier bilan pédagogique et financier si vous avez plus d'un an d'activité. Et on vérifiera que le total des produits sur ce BPF est bien dans la tranche de chiffre d'affaires que vous nous avez déclaré. Donc, on voit que pour un chiffre d'affaires de moins de 150 000 €, on a une durée de base de 1 jour. Si vous rajoutez de la formation, on est toujours sur 1 jour. Du bilan, vous êtes toujours sur 1 jour. De la VAE également. Et si vous rajoutez de l'apprentissage, vous avez une demi-journée de plus d'audit. Et donc, du coup, la pratique est la même pour la tranche intermédiaire ou la tranche supérieure. L'audit de surveillance, lui, il n'y a plus que 2 tranches de chiffre d'affaires. Donc, en fait, il y a moins de 750 ou au-delà de 750. Et si vous regardez tout à l'heure, quand je vous disais l'audit initial a la même durée d'audit qu'un audit de renouvellement, en fait, on voit que le bas du tableau, ici, sur la partie renouvellement, c'est les mêmes durées que le haut du tableau pour l'initial. La seule chose qui peut changer, c'est si votre BPF dans 3 ans a dépassé la tranche de chiffre d'affaires que vous aviez 3 ans auparavant, ou si elle est allée en dessous, là, ça influencera du coup le tarif, puisque notre tarif est basé sur le tarif journalier. Qu'est-ce qui du coup influence la durée d'un audit? Donc, c'est votre chiffre d'affaires, les catégories d'actions sur lesquelles vous souhaitez être certifié, le nombre de sites concernés, puisque du coup, si vous êtes en organisation multisite, ça rajoute des demi-journées d'audit par site échantillonné, et le fait que vous ayez un certificat ou un label référencé CNEFOP. Attention, le Datadoc n'est pas un label CNEFOP. Souvent, on nous dit oui, j'ai un label CNEFOP et on nous donne le logo Datadoc. Sauf que non, ce n'est pas un label CNEFOP. Le Datadoc ne permet pas d'avoir une durée d'audit aménagée. Je voulais faire quand même quelques précisions sur la notion de multisite. Si vous avez un organisme de formation et que vous louez des salles de façon occasionnelle, ce n'est pas un organisme, vous n'êtes pas un organisme multisite, vous êtes un organisme monosite. Les multisites, ce sont vraiment des organismes qui ont finalement plusieurs sirettes sur lesquelles des salariés de l'organisme sont rattachés contractuellement et sont présents de façon permanente. Permanente ne signifie pas obligatoirement à temps plein, mais voilà, il faut qu'ils soient rattachés contractuellement sur ce site.
Donc, par exemple, un organisme multisite aurait des locaux à Paris, à Toulouse, à Bordeaux, et aurait du personnel sur ces 3 sites-là de l'organisme de formation. Le personnel de l'organisme de formation peut être du personnel administratif, commercial, ingénierie pédagogique, des formateurs. Voilà. Donc, si par exemple vous faites de la vente de matériel et que sur un site il n'y a que de la vente de matériel et ce n'est pas du personnel de l'organisme, il ne rentrera pas dans la catégorie des sites échantillons pour un organisme multisite. Au niveau des tarifs, du coup, je vous ai montré tout à l'heure le diapo sur les durées d'audit. Donc, en fait, si on revient en arrière, on voit pour un organisme monosite audit initial qui font que de l'action de formation, on est sur une journée d'audit, moins de 150 000 euros. Et pour l'audit de surveillance, avec ce même petit profil, on serait sur une demi-journée d'audit. Donc, on vous a mis un petit peu le tarif de la journée. En fait, c'est très simple. On est à 950 euros la journée d'intervention. Donc, audit initial, pour ce cas de figure-là, serait à 950 euros. Et l'audit de surveillance, qui serait d'une demi-journée, serait à 475 euros, la moitié de 950 tout simplement. Pour un de ces deux audits à minima, il y aurait donc des frais forfaitisés de déplacement à hauteur de 50 euros par jour qui seraient appliqués. On ne sait pas sur lequel des deux on l'applique, puisque compte tenu de la situation sanitaire, ça peut être l'audit initial ou l'audit de surveillance qui sera en présentiel. Donc voilà, il faut penser à l'ajouter sur l'un ou sur l'autre en fonction de celui qui aura été réalisé en présentiel. On n'a pas de frais cachés, c'est-à-dire que on n'a pas de frais, d'autres frais que ceux-ci. Dans notre offre, vous verrez qu'on a une seconde page avec des prestations complémentaires. C'est en cas de changement de statut juridique, en cas de demande de transfert de NDA. Voilà, c'est vraiment des frais optionnels qui peuvent intervenir au cours de la vie de votre organisme parce que vous déménagez et que vous avez un changement de NDA. Donc ça, c'est des tâches, en fait, on va dire administratives, où là, il y a des frais qui peuvent être facturés. Mais sinon, pour le cycle classique de certification, on est sur ces frais-là. Il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais d'utilisation de marque, il n'y a pas de redevance, il n'y a pas de frais pour réserver une date. Comme je disais, on la convient ensemble. Donc voilà. La totalité du devis n'est pas non plus à régler de suite. Il y a un acompte à la signature qui représente à peu près 30% du montant de l'audit initial et le solde est facturé après la réalisation de chaque audit. Donc, vous avez un acompte à la signature, le reliquat de l'audit initial après sa réalisation et le montant de l'audit de surveillance après sa réalisation dans 18 mois. Voilà. Alors, ça amène à des questions. Donc, je n'interviens dans le cadre de la formation qu'au sein d'une seule entreprise et toujours dans ses locaux. L'audit doit être organisé dans l'entreprise. Non, en fait, la réglementation prévoit que l'audit soit réalisé en présentiel obligatoirement sur un des deux audits. Donc, si ce sont des organismes qui ont des locaux dédiés, on doit réaliser l'audit dans les locaux dédiés. Vous, dans votre cas, j'imagine que c'est un de vos clients, vous n'avez pas de locaux dédiés à votre activité de formation et donc on peut convenir d'un lieu. On a beaucoup de nos clients qui sont des petits organismes, voire des indépendants. Ça nous est arrivé de réaliser les audits dans les bureaux qui étaient situés dans les domiciles, ou alors il y a des organismes qui se font prêter une salle pour l'occasion ou autre. Voilà, on s'adapte. Par contre, ce genre de situation, il faut absolument nous prévenir parce que si vous êtes situé à Strasbourg et que vous nous demandez finalement de faire votre audit à Paris, donc c'est pas le même auditeur. Donc ça, ce sont des dispositions qu'il faut absolument anticiper avant qu'on vous fasse une proposition d'auditeur et de date. Bonjour, j'ai des prestataires de services pour mon organisme de formation qui sont responsables d'antennes régionales. Ils ont donc chacun un SIRET. C'est donc un multisite. Nous délivrons tous la même formation, bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la certification donc, est rattachée à un numéro de déclaration d'activité. Donc, pour prétendre à une organisation en multisite, il faut absolument que ça soit tous les mêmes sirènes. Donc, les sirènes différents, c'est… Voilà, donc il y a un siège, voilà. Donc, il y a un siège social avec une SARL qui a un numéro, qui doit avoir un numéro de sirène et donc son SIRET aussi. Et si les autres antennes ont des sirettes avec un sirène identique, les 9 premiers chiffres, s'ils sont identiques, ça veut dire qu'effectivement, c'est une organisation en multisite. Juste les prestataires de services, par contre, il faudrait savoir est-ce que ce sont des sous-traitants, est-ce que ce sont des salariés de votre organisme, est-ce qu'ils font de l'activité pour l'organisme de formation?
c'est une franchise. Alors, si c'est une franchise, normalement, ils ont tous des sirènes différents. Il faudrait que vous regardiez de ce côté-là. Ouais. Donc, s'ils ont tous des sirènes différentes, ce n'est pas une organisation multisite. Malheureusement, c'est du monosite. Donc, ça veut dire que chacun devra demander sa certification indépendamment parce qu'ils ont tous un numéro de déclaration d'activité différent. Puisqu'en fait, le numéro de déclaration d'activité est rattaché à un numéro de sirène. Voilà. Donc, après, il y en a qui font certifier. Non, ouais, effectivement, c'est le numéro de déclaration d'activité est rattaché à un sirène. Donc, vous pouvez avoir plusieurs sirettes au sein d'un même sirène. Ça, c'est une organisation multisite. Par contre, si vous avez des sirènes différents, c'est des monosites. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet-là? Je ne sais plus. Oui, donc après, c'est à eux de voir s'ils veulent certifier le site central qui portera toutes les formations et qui redispatchera au sein des antennes régionales, ou alors est-ce que chacun passe sa certification indépendamment les uns des autres. Mais ça a été abordé dans la FAQ. Je ne sais pas si Madame Bazin peut vous l'envoyer aussi, mais sachez qu'il y a une FAQ qui est parue il y a 2-3 mois sur le site du ministère, FAQ Calliope, qui ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et dedans, en fait, il y a plein de questions sur les multisites qui ont été abordées. Voilà. Si jamais on vous fera passer le lien par la suite en même temps que le replay. Mais voilà, vous avez tout le paragraphe numéro 1 qui concerne les questions en fait liées aux organismes multisites. Ouais, d'accord. Bon, mais si vous préférez mon explication, c'est parfait. Mais voilà, du coup, il faut savoir que le NDA est rattaché à un sirène et que donc, pour être en multisite, il faut que le sirène soit identique. Si là, vous avez des sirènes différents, ça sera obligatoirement du mono. Alors, on a eu des cas comme j'imagine le vôtre, où les sirènes étaient différents. Donc, chacun a fait sa demande de certification indépendamment. Ou alors, il y en a d'autres qui décident de s'organiser en faisant certifier que le siège social. Je ne sais pas comment vous appelez ça, ou la holding. Hein, et c'est la holding qui récupère du coup tous les financements et c'est elle qui gère la certification Calliope. Et les antennes, en fait, sont des sous-traitants. Donc, du coup, ça demande une autre organisation puisqu'il y a, il y a un indicateur sur la sous-traitance qui demande à ce que le donneur d'ordre vérifie que ses sous-traitants respectent les exigences donc, du référentiel national qualité. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Voilà, mais écoutez, j'avais prévu un petit temps de questions-réponses. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Non, mais en tout cas, c'était très, très intéressant et puis j'ai trouvé que, effectivement, vous avez bien mis en avant, les points saillants, de cette, certification et notamment dans la position de l'auditeur et de l'audit, au total et c'est vrai que bon la notion de site et multisite est toujours assez complexe, pour beaucoup donc Oui. non, non, mais c'est très, très bien. Juste une question, est-ce que vous, avez entendu parler qu'il y aurait une mise à jour, justement de ce guide de lecture et qui devrait paraître, d'ici peu? Je ne sais pas. Alors, en fait, la mise à jour, on en a entendu parler déjà depuis le mois de novembre, donc Ouais. je ne m'engage pas sur la date de parution. D'accord. Depuis peu, on en a réentendu parler parce qu'en fait, on a reçu un mail du ministère qui nous a expliqué sur quoi allaient porter les modifications. Mais je pense que la nouvelle version paraîtra quand un arrêté conjoint va sortir parce qu'il y a des modifications sur l'indicateur numéro 2, en fait, demande de Mmh. diffuser des indicateurs de OK. résultats pour les CFA. Et il y a des travaux sur cet article de loi pour les CFA. Donc, je pense que la V7 sortira en même temps que la modification de cet arrêté pour les CFA. Mmh. D'accord. OK. Ah oui. Voilà. Bon, c'est vrai Après, il faut que savoir que jusqu'à présent, les mises à jour des versions du guide de lecture n'impactent pas vraiment la façon dont on audite et le non. niveau attendu. Hein. Ça apporte des précisions, mais Mmh. voilà. Là, par contre, Mmh. ça va impacter quand même les CFA sur les indicateurs à diffuser. Mmh. Mais bon, on est au courant, donc même aujourd'hui, quand on audite, on a donné la consigne à nos auditeurs de ne pas aller mettre des non-conformités sur les indicateurs de résultats Mmh. des CFA. Quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Et c'est vrai aussi que j'ai, parfois
c'est pas vraiment des questions, mais c'est plutôt, comment dirais-je, des organismes qui n'ont pas toujours pris conscience qu'il y avait aussi donc des exigences dans les critères et les indicateurs concernant l'accueil des personnes en situation de handicap. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que bon, ça doit faire partie, entre autres, comment dirais-je, des non-conformités majeures, il me semble. Alors, dans ce qu'on a relevé, c'est pas là où il y a le plus de non-conformité majeure, ou de non-conformité. Nous, on a relevé vraiment l'indicateur 1, où il y a beaucoup de non-conformité, c'est vraiment celui qui domine. Le 2 et le 6, ça, ce sont vraiment les prédominants. Sur le handicap, quand même, je pense qu'on a fait un petit chemin et que les organismes ont compris qu'il fallait qu'ils essayent à minima d'adapter leur formation aux personnes en situation de handicap. Et il y a quand même beaucoup de communication dessus. Donc aujourd'hui, c'est pas là où on en retrouve le plus, mais effectivement, il faut pouvoir prendre en compte les publics en situation de handicap et diffuser qu'on ne les accueille pas, c'est discriminatoire et ça serait une non-réponse à l'indicateur 26 qui demande justement de s'adapter et de constituer un réseau qui permette de pouvoir répondre à un besoin s'il venait à se faire. Voilà. D'accord. Très bien. Ok. Vous avez une question pour vous dans le chat. Oui, oui, j'ai vu ça, donc j'ai dit bah oui, oui, pas de problème, hein, on peut me contacter pour ça, il n'y a pas de souci, je répondrai volontiers, voilà. Et puis bon, sinon, j'ai envie de dire effectivement aux organismes de formation de ne pas attendre la fin de l'année pour entamer la démarche parce que, eh bien, vous ne pourrez pas tous être certifiés avant le 31 décembre. Donc, autant démarrer le plus tôt possible. Et comme l'a dit Madame Clénet, et c'est vrai que bon, il faut quand même aussi planifier donc les passages des auditeurs. Donc, autant s'y prendre le plus tôt possible pour ça. Donc, oui. C'est vrai que on a vu là en fin d'année qu'il y en avait beaucoup qui se sont mis à réserver les oui. dates pour décembre en novembre. Donc Mhm. on a réussi à absorber la demande. Mhm. Maintenant, on a passé 7000 au 31 décembre, il y a 7500 certifiés. On en attend encore plus de 20 000 sur l'année Voilà, c'est ça. 2021. Donc il faut pas attendre le dernier moment Mhm. pour se lancer ou du moins pour réserver une date. Parce que les auditeurs, ils font pas que ça et ils vont pas attendre Et après nous oui, non plus pour remplir leur calendrier. tout à Voilà. fait. Donc, Ok. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être Je ne sais pas là. Profitez-en. Bon, il est vrai Non, j'ai aussi que l'impression que en j'ai attendant, répondu. voilà. Et il est vrai aussi que enfin, ce que je constate également avec les organismes, c'est que lorsqu'on entame une démarche de certification, il est vrai aussi que ça bouscule un peu l'organisation en elle-même de l'organisme. Mais quelque part, ça permet quand même d'améliorer certaines choses justement au sein de l'organisation de l'organisme. Pour beaucoup, Mhm. ils en sortent quand même donc satisfaits en disant: «Oui, finalement, ça m'a permis de revoir ma façon de faire, ma façon d'organiser les choses aussi, donc de prévoir les formations», donc ça a un point quand même avantageux. Oui, c'est vrai qu'en retour d'expérience, bon, c'est un stress de passer un audit. Nous aussi, on est audité par le COFRAC, donc on sait ce que c'est. Mais quand ça nous apporte des méthodes et des pratiques qui nous permettent d'être encore plus performants, on en ressort grandi. Et jusqu'à présent, on en a pas eu qui nous ont fait un retour d'expérience en disant je l'ai eu, mais je suis pas content, quoi. En Mmh. général, quand ils l'ont, ils sont plutôt fiers et en fait, moi, c'est ce que je dis à chaque fois quand je me suis structurée. C'était une charge administrative importante pour moi toute seule aussi, mais aujourd'hui où j'ai du personnel, je suis contente de l'avoir fait en amont. Donc, si on regarde sur du plus long terme, ce n'est que du plus que de s'organiser déjà, même quand on est seul. Voilà. Donc, Mmh. il y a une question. Est-ce que Oui. Calliope remplace Datadoc? J'aime pas trop dire que ça remplace parce que c'est pas la même chose. Voilà, mais effectivement, Calliope sera la seule certification qui permettra d'obtenir les financements à compter du 31 décembre 2021. Datadoc ne le permettra plus. Je sais que Datadoc, apparemment, il est en pourparlers qui perdure. Il ne servira plus à obtenir les financements, mais je pense que les OPCO sont en train de travailler pour le garder
et communiquer entre eux afin d'éviter qu'il y ait des contrôles répétitifs d'un MOF, par exemple, puisque les OPCO auront toujours quand même je ne sais pas si vous avez un peu plus d'informations, mais voilà, ils auront toujours quand même un rôle de contrôle de prestations réalisées. Exactement, et je sais que dans pas mal d'OPCO, il y a des personnes qui se certifient donc auditeurs, enfin qui nous entament une formation pour cela, justement pour être en capacité de pouvoir contrôler auprès des organismes de formation un certain nombre de choses relatives aussi à la certification Qualupé. Donc voilà, donc pas d'autres questions, visiblement. Apparemment, on a donné envie à certains de se faire certifier, donc je pense que la mission est réussie. Oui, je pense, voilà. je pense. Non, mais il est vrai que bon, c'est malgré tout quelque chose d'assez conséquent, vis-à-vis des organismes. Et la question aussi, c'est de savoir donc combien de temps il va me falloir pour recenser tous les documents, combien de temps avant d'être audité, je vais savoir ce que je dois utiliser comme document. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Alors, nous, c'est vrai que quand on nous demande combien de temps est-ce que je dois prendre avant de passer mon audit, on a beaucoup de mal à y répondre parce qu'on n'est pas à la place des organismes, on ne sait pas d'où ils partent. On est certain qu'il y a déjà des pratiques qu'ils font qui sont conformes au référentiel, mais qui peut-être ne sont pas tracées. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'il leur reste à faire. Donc, ce qu'on conseille, c'est de prendre connaissance du guide de lecture, d'essayer de mettre en face de chaque indicateur les éléments de preuve qui peuvent déjà exister au sein de leur organisme, quitte à ce que s'il manque des éléments, ils les rajoutent, et de voir qu'est-ce qu'il leur reste à produire. Et en fonction de ça, il faut savoir aussi le temps de travail qu'ils ont à y accorder, parce que quelqu'un qui peut y travailler à temps plein aura peut-être 15 jours de travail, quelqu'un qui peut y travailler un jour par semaine mettra 3 mois. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte, et là, en fait, seul l'organisme est en mesure d'y répondre. Après, pour en revenir au pré-audit, donc il y a une question, le pré-audit est facturé combien sur des organismes, donc vous avez vu, on est sur une demi-journée d'audit de surveillance. Tous ceux qui ont une demi-journée d'audit de surveillance, à cela, on propose un pré-audit de maximum une demi-journée aussi. Et on est sur les mêmes tarifs, on est à 475 € la demi-journée ou 950 € la journée. Et entre le pré-audit et l'audit, on préconise de laisser au moins un mois de délai, voire jusqu'à 3 mois. Un mois pour ceux qui ont vraiment le temps à y consacrer entre les deux dates. 3 mois pour ceux qui ont un peu moins de temps, mais on préconise de pas non plus trop attendre parce qu'il faut le garder à chaud. Voilà, il faut le faire à chaud aussi, sinon après on n'est plus aussi performant quand on laisse passer trop de temps. Très bien. Puisque j'aimerais dire également aux organismes, c'est que l'auditeur n'est pas une personne qui vient vous contrôler, surveiller, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui vient simplement constater une procédure qui est mise en place et donc de vérifier que cette procédure est bien conforme. Donc ce n'est pas un contrôleur. Donc voilà, effectivement. Les auditeurs ne sont pas des contrôleurs de la directe, c'est pas binaire. Après, ils sont quand même là pour vérifier la conformité de votre système, donc il faut pas tout leur cacher non plus. Parce que du coup, il y a eu des choses sur les réseaux sociaux où il y avait beaucoup de critiques. Et nous, on en a payé un petit peu les pots cassés au sein des OC parce que les organismes, du coup, avaient peur de montrer des éléments de preuve parce qu'ils ne voulaient pas être contrôlés, sauf que il fallait quand même en présenter. Donc, il faut être dans une bonne dynamique. Si vous partez avec en tête que l'auditeur n'est pas bon, je ne sais pas comment vous le dire, mais du coup, voilà, il faut prendre les choses de façon positive pour que ça se passe quand même dans les meilleures conditions, parce que si vous commencez à vouloir tout cacher, l'auditeur, il va quand même se dire, mais qu'est-ce que c'est que la personne essaie de me cacher? Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc il faut le prendre vraiment de façon positive et bienveillante. Après, nos auditeurs sont tous bienveillants. Pour le coup, ça fait partie des critères de sélection. Donc voilà, l'objectif pour eux, c'est pas de rechercher la non-conformité, c'est de rechercher la preuve de conformité. Donc s'ils cherchent, c'est qu'il leur manque une validation sur la conformité de quelque chose. Et n'hésitez pas à leur demander quand il y a une exigence ou quand ils vous posent une question, de leur demander à quelle exigence ça se rapporte
Moi, c'est ce que je fais quand des fois je suis auditée. Je dis à l'auditeur, est-ce que vous pouvez me dire quel est le chapitre du référentiel pour que je puisse peut-être percuter, moi, qu'est-ce que j'ai mis en face? Parce que la question ne me paraît peut-être pas claire. Donc voilà, vous avez affaire quand même à une humain en face. Ils essayent de s'adapter à vous, mais des fois, il peut y avoir des choses que vous ne comprenez pas ou qu'eux ne comprennent pas. Donc n'hésitez pas à vous rattacher au référentiel et leur demander de quel indicateur est-ce que vous parlez, s'il vous plaît, parce que du coup, je ne comprends pas. Voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à le prendre dans ce sens-là. Très bien, bien, bien. Bah, écoutez, je pense que tout est complet. Donc, si il y a encore quelques questions par rapport au sujet, à la certification, aux audits. Bien, s'il n'y a plus d'autres questions, eh bien, je pense qu'on va en rester là. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie infiniment Laetitia Clanet Merci à vous. d'avoir présenté Calicia Certification, qui nous paraît vraiment très très intéressant. Et c'est vrai que bon, pour un nouvel organisme certificateur, on sent qu'il y a une grande dynamique. C'est très très bien. Oui. Voilà. Et donc, ça offre également la diversité parmi les 26 organismes certificateurs, il me semble, hein, ça doit être Ou 26. 27 peut-être 27, maintenant, je sais voilà, il plus. doit en Oui. avoir un qui est arrivé là très peu de temps. Donc, c'est très très bien. Donc, il y a une grande diversité sur ce plan-là. Voilà. Oui, oui, oui. Après, bon, pour ajouter une petite note, j'ai décidé de créer Calicia donc en 2019 pour devenir organisme certificateur Calliope. Mais j'avais déjà monté un organisme certificateur mais pour mon employeur précédent sur un autre secteur d'activité. Et cet organisme était lui-même organisme de formation, donc j'ai compilé mes compétences puisque j'étais responsable qualité. Voilà, c'est pas sorti de nulle part, c'est vraiment en compilant les compétences que j'avais que j'ai décidé de me lancer et voilà. Donc, et puis voilà, ça marche plutôt bien. Voilà, donc c'est une très Voilà. belle réussite. C'est parfait. Merci. C'est gentil. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie infiniment. Merci à tout Et le monde et puis à bientôt peut-être. N'hésitez voilà, pas. Toute d'accord. Et question, puis, donc de toute voilà. façon, on vous remettra bien sûr le document, hein, donc qui vous permettra éventuellement de contacter Cadiz sa certification. Et puis donc le replay va vous arriver d'ici peu et je vous mettrai également donc le document sur la foire aux questions autour des de Calliope. Oui. Comme ça, donc vous verrez également donc tous les points pour lesquels vous vous posez pour mettre en place cette démarche. Merci à tous et puis donc je vous donne rendez-vous maintenant le 1er mars à 11 heures avec Bureau Veritas et également le 5 mars à 11 heures avec IS Qualification. Et je vous dis merci et à bientôt. Merci. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.